Oui, donc, bah écoute, vas-y, introduis-moi, ce sera plus Oh, ne facile. dis pas des choses pareilles, Tipeee. Tout vient tout honneur. Voilà, eh ben aujourd'hui, nous avons le plaisir, la joie d'avoir Tipeee, non pas comme animatrice, mais comme intervenante. Donc, Tipeee, à toi la parole sur la résilience, un sujet que tu connais très bien. Donc, à toi la parole. Bah écoute, merci Tu nous mets beaucoup, tous sur Anne. mute. Exactement, je vous cloue le bec. Attends, voilà. Et voilà. Attends, j'ai un souci. Anne, tu peux. Ah, voilà, c'est bon. J'arrivais pas à couper ton micro, donc c'est bon maintenant. Alors, aujourd'hui, attendez voir, j'ai juste un problème. Voilà. Aujourd'hui, on aborde donc la résilience. Alors, pourquoi le choix de ce sujet? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons une période très particulière qui sera ou non plus ou moins traumatique selon les personnes. Il m'est donc apparu comme évident qu'il était important pour moi, en tout cas, d'inviter un maximum de personnes à réfléchir sur ce qu'ils vivaient, sur ce chacun d'entre nous on vivait pour préparer ce fameux retour à la normale. Je ne sais pas si vous entendez un écho ou c'est moi. Il y a un écho, hein? Alors, excusez-moi juste un instant. Il faut que tu coupes ton ordinateur. Carrément. Ok, je t'entends en direct. Voilà, excusez-moi, c'était un problème d'écho. Donc, la résilience, c'est quoi? C'est d'abord un terme de physique qui va désigner la résistance d'un matériau au choc. Il y a toujours cet écho, hein? Lionel, il faut que tu éteignes ton ordinateur. Voilà. Pardon. Donc voilà, ça y est, c'est bon, l'écho est coupé. Donc en fait, la résilience, c'est quoi? C'est d'abord un terme de physique qui va désigner la résistance d'un matériau au choc. En psychologie, ce terme a été popularisé en France, on le sait tous, par Boris Cyrulnik, le célèbre neuropsychiatre. Cette résilience, elle va désigner le phénomène psychologique qui consiste à reprendre un nouveau développement après un événement traumatique. Ce concept, il est très important. On reprend un nouveau développement après un événement traumatique. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il serait peut-être bien déjà de dire qu'est-ce que c'est un événement traumatique. En fait, un événement traumatique, c'est une effraction psychique et physique. On est rentré dans mon âme, parfois aussi dans mon corps, si c'est un accident ou une agression. On est rentré dans mon âme sans y être invité, sans y être autorisé, par surprise ou pas, quand c'est par exemple le répétitif. Et cela m'a exposée à un stress plus ou moins intense que j'essaye et que je vais essayer de gérer tant bien que mal. Du coup, le stress post-traumatique va dépendre de l'exposition à ce stress, tant au niveau de la durée dans le temps que de la proximité à la raison du stress. C'est la raison pour laquelle on a très vite exprimé le fait qu'il est important de prendre de la distance avec les réseaux sociaux ou avec les infos en continu, parce que justement, ça venait alimenter encore et encore un stress qui était déjà montant, d'autant plus qu'on n'avait aucune information sur ce virus, si ce n'est qu'il était dangereux, on savait plus ou moins comment on l'attrapait ou pas, l'histoire des masques ou pas, etc., etc. Donc à chaque fois qu'on était confronté à la fois aux réseaux sociaux, à la violence parfois des réseaux sociaux, également aux infos en continu, on se rapprochait de la proximité de la raison du stress. Donc le confinement n'était pas que du stress, c'était tout ce qui gravitait autour. Bien. Alors toujours selon Boris Cyrulnik, environ une personne sur deux, ce qui est énorme, subira un traumatisme au cours de son existence. Le traumatisme, ça peut être donc une agression, ça peut être la perte précoce d'un être cher, ça peut être une maladie grave, ça peut être une guerre, etc. La résilience, ça va être ce que Boris appelle le ressort intime face aux coups de l'existence, les coups au sens de frapper. Avec tout ce qui vous est arrivé dans votre vie, du coup, vous pouvez soit pleurer sur votre sort, soit percevoir ce qui vous arrive comme une occasion favorable, une opportunité.
Wayne Dwyer, qui est donc un écrivain, explique « Tout ce qui advient peut être aperçu et perçu comme une possibilité de croissance, soit comme un obstacle à votre but. En définitive, c'est vous qui choisissez et personne d'autre. » Boris Cyrulnik va plus loin, il dit « Un coup du sort est une blessure qui s'inscrit dans notre histoire, mais ce n'est pas un destin. » Alors, c'est quoi la résilience aujourd'hui dans notre époque actuelle? Ça va être finalement la capacité à vivre, à réussir et à se développer en dépit de l'adversité. Les résilients sont des personnes blessées, mais qui ont développé des compétences nécessaires pour guérir la blessure, pour la cicatriser tout au long de leur vie. Cette cicatrice témoignera de leur lutte et surtout de leur victoire. C'est aussi une aptitude à résister au malheur et à poursuivre sa croissance en dépit de ce qui nous arrive. Vous serez d'accord du coup pour envisager qu'aujourd'hui, nous vivons quelque chose d'indéfinissable, mais quelque chose de très fort et de très puissant qui nous immobilise tous à la maison, nous contraint de notre quotidien et nous entrave dans notre liberté. Mais je peux également faire le choix, d'un côté comme de l'autre, je peux également décider de nourrir autre chose, d'envisager ce problème de manière positive. Ce sera à moi de choisir ce que je vais en faire et y mettre du sens. Moi, par exemple, j'en ai profité pour passer plus de temps avec les miens, mais un temps différent, sans être forcément sur leur dos, un peu quand même, hein, pour le rangement des chambres et les devoirs, mais pas comme d'habitude quand même. Alors, de deux choses l'une. Soit je le vis effectivement comme une entrave à la liberté, comme une impossibilité de pouvoir faire ce que je veux et de ne pas pouvoir avancer dans ma vie, de me sentir bloquée. C'est la première partie que je peux décider de nourrir. Ou alors, je peux décider que je vais décider de le voir autrement, de manière plus positive ou en tout cas constructive. Je peux décider que c'est un moment où je vais me retrouver avec moi-même et où je vais faire du rangement, parce que le rangement de ma maison, c'est du rangement en moi. Quelle que soit la manière dont je vais le voir, ce sera mon choix et ma décision. Boris Cyrulnik le dit, hein, le malheur n'est pas une destinée, rien n'est irrémédiablement inscrit et on peut toujours s'en sortir. Alors, oui, mais comment? Pourquoi, si nous vivons les mêmes choses, nous ne les vivons pas de la même manière? Il faut savoir qu'il existe plusieurs facteurs de l'avant, pendant et après l'événement traumatique qui vont expliquer ces différences. Avant le trauma, on appelle cela les facteurs de protection. C'est tout ce qui a été mis en place avant le trauma et qui vont me permettre ou non de le surmonter plus ou moins facilement. Edgar Morin appelle ça le système complexe, car ça englobe en fait les aspects biologiques, psychologiques, sociologiques, les événements de la vie avant l'événement traumatique et le tout sur une ligne du temps. Autant de facteurs qui finalement vont expliquer que face à un même événement, nous ne réagissons pas tous de la même manière. Donc, nous avons le fracas trauma-épreuve. À ce moment-là, nous entrons dans la phase de faire face. Donc, on a passé ce trauma et on rentre dans une nouvelle phase qui s'appelle le faire face, le copy with. C'est-à-dire que dans le malheur que j'affronte, dans l'ici et maintenant, je vais faire face. C'est ce que nous vivons actuellement. Parce que la résilience, c'est ce qui va se passer après ce qui est arrivé. Donc, on est dans le maintenant, dans le qu'est-ce que, comment est-ce que je peux faire face? Alors, il existe certains mécanismes que nous pouvons d'ores et déjà mettre en place dans ce faire face pour permettre au processus de résilience de s'enclencher après. Par exemple, on peut prendre des notes sur ce qui se passe, observer, échanger, être dans l'interaction et autour de ce qui se passe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai mis en place dès le début du confinement ce Zoom anti-stress. Ces rendez-vous journaliers, sauf les week-ends et jours fériés, parce qu'il était pour moi important de garder un rythme. J'ai voulu des rencontres et du tissage relationnel et émotionnel avec ceux qui ont envie, un court temps, de partager ce qu'ils vivent et ressentent. Et j'ai souhaité également l'enrichir par la suite, donc très rapidement à la semaine suivante, par des interventions de toutes sortes, tels que des thérapeutes, praticiens, coachs, mais également sport, méditation, médecine traditionnelle chinoise, psychosomatique, sophrologie, cohérence cardiaque, etc., pour y trouver des trucs et des astuces pour mieux vivre cette période et en sortir grandi. J'ai décidé, en ce qui me concerne, de cultiver ce degré de liberté qui me reste, à savoir, oui, je suis soumise au confinement, mais, comme dirait l'autre, je garde ma liberté de penser.
de réfléchir et d'analyser. Nous gardons notre liberté intime et nous faisons un choix assumé de la favoriser. Alors, on va prendre un peu de distance et de recul avec ce qui se passe. On va faire notre sentiment d'enfermement versus notre liberté de penser, notre entrave à la liberté quotidienne versus notre liberté de meubler notre intérieur, notre vie intime. Ainsi, lire, se former, échanger. Échanger avec soi, échanger avec les autres proches, donc ceux qui vivent avec nous quand on a la chance de vivre en famille, mais également d'échanger encore différemment avec les personnes qui sont autour de nous, nos proches et moins proches. En fait, l'objectif, c'est de rendre lointaine cette agression que nous ressentons plus ou moins en permanence. Être éloigné de cette agression fait partie des facteurs de protection face à l'événement traumatique. Donc, je le répète, attention aux réseaux sociaux et aux infos en continu. Les informations, elles sont importantes parce que ça nous permet de nous tenir au courant, mais on n'est pas obligé de les écouter en continu encore et encore. D'accord? Autre facteur de protection. Il nous appartient également en parallèle de nous occuper de développer ce que Boris Cyrulnik appelle, je trouve ça génial, notre niche sensorielle affective. En fait, elle est censée être construite dans les premiers mois de notre vie, mais il nous appartient de l'entretenir au quotidien. Et je dis, il nous appartient. C'est-à-dire qu'on ne doit pas attendre des autres qu'ils entretiennent notre propre niche sensorielle affective. Il est temps que nous apprenions à habiter qui on est et ce qu'on est à l'intérieur de nous, sans attendre forcément l'aide des autres, que ce soit par rapport à la niche sensorielle, mais que ce soit par rapport à tout en règle générale. On a tendance à attendre beaucoup de choses des autres, mais on fait quoi? À quel moment nous, on est acteurs? À quel moment on arrête de revendiquer pour s'occuper déjà de nous? Je ferme la parenthèse. Bref, s'astreindre à être dans une dynamique de prise de recul, ce qu'on appelle la position méta. La position méta, c'est celle qui me permet de me dégager de moi, sans être schizo pour autant, de me dégager de moi et de me voir, moi, en train de faire ce que je fais et dans la relation avec les autres. Donc, cette position méta, ça va être une position de prise de recul. Et les possibilités de résilience, du coup, elles sont bien plus abordables parce que la résilience étant dès lors, ce qui va me permettre de reprendre un nouveau développement avec ce que je viens de vivre. Puisque je vous rappelle, la définition, c'est reprendre un nouveau développement. Alors, je voudrais conclure sur un concept également abordé par Boris Cyrulnik, c'est les fameux tuteurs de résilience. Il est vraiment important de prendre conscience que la résilience est un processus, ce n'est pas un état. Donc, ce n'est pas figé, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Pour rappel, la définition donnée par Cyrulnik, c'est comment reprendre donc un nouveau développement après ce que lui il appelle une période d'agonie psychique qui est provoquée par le traumatisme. Il ne parle pas de mort psychique, puisque quand on est mort, on est mort. Dans l'agonie, il y a encore toujours ce temps où il peut en sortir quelque chose. Mais est-ce qu'on doit reprendre ce nouveau développement seul ou accompagné? Et si on est accompagné, par qui on va être accompagné? Dans l'après-trauma, il est primordial de se focaliser sur le soutien dans un environnement sécure et sécurisant qui va accueillir mes paroles dans un endroit dans lequel je me sens en sécurité pour verbaliser mes émotions, mon vécu et réussir à mettre du sens sur ce qui m'est arrivé. C'est du sens que moi je vais mettre. Ça ne va pas être un sens général, ça ne va pas être un sens collectif. C'est comment moi, de là où je suis, je vais me raconter une histoire qui va me dire « Ok, voilà la raison pour laquelle ça m'est arrivé. Voilà la raison pour laquelle je devais vivre ça. » Et c'est à la sortie d'une crise qu'on peut voir apparaître ce qu'on appelle justement les fameux tuteurs de résilience. Alors, cette résilience, elle va se faire principalement dans le tricotage de liens dans un cadre sécure. On va s'adresser à quelqu'un. Alors, ça peut être un professionnel psy, un éducateur, un prof, mais on s'adresse d'abord et avant tout à une relation dans laquelle on a confiance. C'est pour ça que le tuteur de résilience, ça peut être un professionnel, mais ça peut être un voisin, ça peut être un prof, ça peut être quelqu'un qui n'a aucun rapport avec la pratique de la relation d'aide, mais qui va, avec laquelle je vais me sentir bien dans une relation de confiance. C'est primordial. J'en veux pour preuve, par exemple, ce groupe qui, plusieurs fois, on a pu
être contenant d'émotions qui étaient débordantes. Pourquoi? Parce que là où les personnes qui se sont autorisées ont senti qu'il y avait un environnement de confiance dans lequel ils pouvaient amener et exprimer, exposer les émotions dans lesquelles ils étaient. Alors, ces tuteurs de résilience sont des personnes qui vont manifester de l'empathie et de l'affection non feinte, non travaillée, sincère. Ils vont s'intéresser au côté positif de la personne, c'est-à-dire croire en ses potentialités, ses ressources et ses compétences. On va envisager l'autre dans ce qu'il est compétent et expert de sa vie. Envisager celui qui demande de l'aide comme quelqu'un qui ne peut se poser que des problèmes qu'il est capable de résoudre. Ça, c'est vraiment un postulat de départ qu'on utilise en thérapie familiale. La famille ne peut se poser que des problèmes qu'elle est capable de résoudre. Parce que sinon, ça ne fait pas partie de son fonctionnement. C'est quelqu'un qui l'a vu de l'extérieur. Donc, et ne plus voir, et ne voir pour ainsi dire que ça, que le positif, le potentiel et le possible. Ces tuteurs de résilience vont faciliter du coup l'estime de soi de la personne en difficulté parce que du coup, elle sent qu'elle a de la valeur dans les yeux de quelqu'un et donc elle peut se prouver à elle-même qu'elle a de la valeur, qu'elle est valable. Et c'est ce qui va renforcer estime et confiance en soi. Je vais aller nourrir mon moi intérieur, on va m'aider à arroser ce moi intérieur sans le minimiser. Ce que je vis et ce que je le ressens, si j'estime que je vis et je ressens cette chose-là à 8 sur 10, la personne qui est censée m'accompagner n'a pas le droit de dire « Oh, t'exagères, 8 sur 10, 4, c'est… » Non, si je te dis c'est 8, c'est 8. C'est pas 7, c'est pas 6, c'est 8. Mais c'est pas 9 et c'est pas 10. Donc, j'attends de la personne qui va être quelque part mon tuteur de résilience qu'elle ne minimise pas mes ressentis et ma manière de les exprimer parce que ça m'appartient. Il faut savoir que la plupart du temps, les tuteurs de résilience ignorent souvent qu'ils le sont. Ils le sont à l'insu de leur plein gré, comme dirait quelqu'un de bien célèbre. Ils peuvent être des enseignants, des voisins ou des amis, une personne finalement qui aura, comme je l'ai dit tout à l'heure, suffisamment d'empathie et de bienveillance pour vous regarder avec vos potentiels et vos possibles et du coup, ne pas vous maintenir dans un statut de victime. A fortiori aussi, forcément, des thérapeutes, des coachs, des aidants ou des soignants. Petit clin d'œil pour Céline qui en ce moment est sur le terrain et pour tous les coachs qui nous entourent également. Coachs, thérapeutes et autres. Nous devrions tous devenir un tuteur de résilience pour aider les personnes autour à rebondir après le confinement, à retrouver leur marque et à reprendre confiance en elles après cette crise du coronavirus, non pas en étant donneur de conseils, mais en changeant notre regard sur l'autre et en revisitant nos postures, loin du jugement, de stress et d'attente quelconque. En fait, tout va se jouer dans le regard, dans ce qui va émaner de moi, on en parlait hier, avant-hier, de ce qui va irradier de moi, mais également dans la posture que je vais adapter et adopter. Cette posture, elle n'est ni plus ni moins qu'une posture empreinte d'une humanité profonde et véritable, mêlant l'empathie et la compassion, mais sans pour autant sombrer dans la victimisation ou dans la pitié. Ça, c'est dangereux. Oui, le tuteur de résilience va accompagner ses proches sans s'en rendre compte et il va donner du sens à la souffrance expérimentée de manière à rendre ce redéploiement possible. Parce que la résilience, c'est reprendre un nouveau développement. Enfin, il existe un autre mode de tutorat de résilience qui réside dans les groupes. Boris Cyrulnik parle beaucoup de son expérience des enfants dans les favelas qui, malgré le côtoiement régulier de la mort et des violences en tout genre, parviennent à être résilients grâce au groupe qui va à un moment ou à un autre se substituer à la fonction parentale et proposer un nouveau cadre, un soutien affectif, une verbalisation, quoi qu'il en soit, va proposer la reprise d'un nouveau développement. Et dans ce cas-là, le tuteur de résilience, c'est le groupe. Donc, si je devais maintenant tout de suite conclure mon intervention, je dirais, soyez le tuteur de résilience de toutes les personnes qui sont autour de vous. Mettez-y de l'empathie sincère, de la bienveillance sincère, une volonté de ne pas juger, mais simplement de prendre la personne telle qu'elle est et de l'accompagner. Voilà, voilà.